Mes chers amis, bien le bonjour. On connaît tous le paon, ce fameux oiseau avec sa queue en roue majestueuse, ses couleurs vertes, bleues, un peu marron, ses longues plumes que l'on voit sur certaines œuvres, sur certaines créations de mode, et ce caractère assez territorial et assez têtu qu'on lui attribue également. Mais saviez-vous que l'on attribue à cette fameuse queue majestueuse une origine mythologique chez les Grecs? Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le mythe de Io et de son gardien Argos. On ne peut dissocier le mythe de Io du personnage d'Argos ou Argus selon les versions, aux sans yeux. Divinité fluviale ou princesse argienne que l'on dit fille d'Anakos et pouvant être aussi connue sous le nom de Calitia, Io est avant tout une grande prêtresse de Héra. Zeus s'éprend de la jeune femme et il souhaite quand même soustraire cette dernière à la jalousie maladive de son épouse Héra. En usant d'un stratagème que certains historiens décrivent comme un nuage de fumée, il transforme la jeune femme en jaunisse blanche. Toutefois, son épouse n'étant pas dupe et n'étant pas idiote et connaissant bien entendu son mari, elle exige que son époux Zeus lui livre l'animal et pour être sûre que ce n'est pas, on va dire, une ruse de son mari, elle fait garder cette fameuse jaunisse par un de ses familiers, un de ses fidèles servants qui est Argos. Argos est le fils de Gaïa la Terre et on lui attribue une force assez prodigieuse pour la créature qu'il est. Selon les historiens et selon les versions sur lesquelles on va trouver, Argos ou Argus selon les versions, est décrit alors soit comme étant un monstre, soit comme étant un centaure, soit comme étant un géant, mais avec cette même particularité qui est d'avoir 100 yeux, alors soit sur le visage, soit par tout le corps, selon, on va dire, encore une fois, des versions. On a du mal à savoir également où ces 100 yeux pouvaient se trouver. Mais il y avait une certaine particularité qui faisait que quand il était gardien de Io, ce dernier ne dormait pas complètement, c'est-à-dire qu'il fermait la moitié de ses yeux, donc 50 yeux sur 100, et il laissait les autres grands éveillés. Donc il avait toujours un œil, au sens strict du terme, sur cette fameuse jaunisse. Zeus, voulant délivrer Io de son geôlier, décide de demander à Hermès de la soustraire rapidement. Alors il existe plusieurs versions par contre cette fameuse tentative, on va dire, de libération de Io. Mais le résultat sera le même car elle va aboutir à la mort d'Argus. Selon les versions, enfin Argus ou Argos, selon les versions, soit Argos parvient à s'endormir suite à une musique que Hermès va jouer avec sa flûte et ce dernier va le tuer, soit en lui racontant une histoire tellement ennuyeuse et assommante que ce dernier finit par s'endormir et le tuer, soit il va pas prendre de gants et il va le zigouiller quand même. Héra, alors triste d'avoir perdu ce fameux familier, ce fameux, on va dire, serviteur fidèle, décide de semer les fameux yeux de Argos sur son animal favori, sur son animal, on va dire, représentatif, qui est le paon. Et c'est de cette partie du mythe dont serait née cette fameuse queue du paon, avec ces fameux yeux qu'on pourrait voir sur cette fameuse queue en roue. C'est donc de cette partie-là que serait née cette fameuse queue. Avec la mort d'Argos, Héra décide quand même de continuer à tourmenter cette pauvre Io sous sa forme de jaunisse, et pour cela, elle a recours à un taon qui est une espèce, on va dire, de mouche, mais une mouche quand même assez agressive. Ce dernier le pique Io, qui est donc encore une fois toujours sous cette forme de jaunisse. Le taon a tendance à attaquer, surtout, on va dire, vous le trouvez souvent sur les bovins. Quand vous voyez des espèces de mouches, en fait, sur les bovins, ce sont très souvent des taons. Donc, si vous voulez un ordre d'idée, ça a une tête de mouche, mais c'est pas forcément, on va dire, quelque chose qu'on va retrouver sur tout le monde. Ce fameux taon pique Io au flanc et cette dernière s'enfuit, on va dire, folle, on va dire, de cette piqûre. Un petit peu s'enfuit, mais elle s'enfuit
d'une façon un petit peu désordonnée. Dans cette fuite, on souligne qu'elle passe par divers endroits autour notamment de la Méditerranée. Alors, certains historiens vont souligner plusieurs endroits, plusieurs mentions. Certains vont dire qu'elle va passer autour de la mer Ionienne, donc Ionienne en référence à Io, d'où le nom est sorti. D'autres vont mentionner sa présence autour du Caucase, où serait enchaîné Prométhée. Prométhée, pour ceux qui ne connaissent pas Prométhée, c'est celui qui a désobéi aux dieux et qui a accordé le feu aux humains. Donc, on fera une vidéo sur Prométhée courant de l'année 2023, mais là, ce n'est absolument pas le sujet. Prométhée, voyant Io triste, malheureuse, dans un état presque, on pourrait peut-être qualifier de dépression, on peut se l'imaginer, dit à cette fameuse jeunisse que ses malheurs prendraient fin si elle se rendait, on va dire, du côté de l'Égypte. Donc, dans cette version-là du mythe, on souligne la présence de Io dans le Bosphore, dans la région que l'on va appeler le gué de la vache, donc le gué de la vache en référence à Io, bien sûr, et cette dernière parvient à gagner l'Égypte et à reprendre sa forme humaine. Et sous cette forme humaine, elle va donner naissance à un enfant qui est Epaphos. Dans la culture égyptienne, le mythe de Io est assez connu et il est associé assez maladroitement, et ça je l'ai vu surtout au fil des recherches, il est assez associé maladroitement à Isis. Or, Isis n'est pas une divinité qu'on associe à la vache. C'est Hathor qu'on associe à la vache. Isis serait plus proche, selon, on va dire, certains travaux récents d'historiens, plus proche de Déméter que de Io. Io pourrait se rapprocher davantage de Hathor, car Hathor est la déesse qu'on représente soit avec des oreilles de vache, soit avec une tête de vache. Et c'est vrai que souvent, on fait très maladroitement, en fait, la confusion entre Isis et Hathor, à juste titre d'ailleurs, parce que les deux sont représentés avec un disque solaire au-dessus de la tête et orné de cornes bovines. Or, la distinction entre les deux déesses est quand même relativement minime, mais elle est là. C'est que si vous voulez distinguer Hathor de Isis, il y a une petite distinction, c'est que quand on représente Hathor sous cette forme humaine avec le disque solaire orné de cornes, on représente malgré tout les oreilles bovins sur Hathor. C'est un détail qui est assez minime, mais c'est un détail qui mérite quand même d'être souligné, histoire que quand même de pas faire trop la confusion. Or, c'est vrai que d'attribuer le mythe de Io à Isis est quand même relativement maladroit, dans le sens où il n'y a pas, on va dire, de lien entre les deux déesses. Io serait beaucoup plus proche de Hathor que de Isis. Si Io peut être proche, se rapprocher plus de la déesse Hathor que d'Isis, son enfant, Epaphos, est quant à lui associé à Apis, qui est le taureau divin. Donc, autrement dit, imaginez que les deux sont associés justement à ces divinités bovines que l'on retrouve justement dans la religion égyptienne. Si cette version du mythe est quand même assez connue, par rapprochement culturel entre l'Égypte et la Grèce, il existe quand même une autre version moins connue, qui est que Héra est demandé à Epaphos, qui dans ce cas-là pas forcément le fils de Io, de la kidnapper sous sa forme de jeunisse, toujours la même chose, et de l'emmener dans ce que les historiens ont plus ou moins situé comme étant la région de Syrie, à Byblos. Et cette version du mythe de Io est assimilée, encore une fois, peut-être assez maladroitement, à Ishtar, qui est une divinité relativement importante dans cette région. Alors, Ishtar, Hathor, dans ces différentes religions, notamment les religions un peu orientales, ce sont des équivalents. C'est assez maladroit de comparer Io à Isis, plus légitime de la comparer plus à Hathor ou à Ishtar, mais certainement pas à des divinités qui sont des divinités qu'on pourrait qualifier de déesses mères.
Donc, je tiens à souligner ça parce que moi, ça m'a beaucoup dérangé, cette interprétation. Et surtout, je trouve qu'elle est assez fausse. Ces versions différentes, on va dire, du mythe de Yo, et surtout ces différentes, on va dire, attributions et interprétations, les historiens les attribuent à des échanges culturels entre justement ces puissances que sont les puissances orientales qui correspondent à la Mésopotamie et ce genre de choses, à l'Égypte et à la Grèce, notamment par le biais des échanges commerciaux et tout ça. Et on attribue encore une fois au mythe de Yo l'origine de la constellation qui porterait son nom, et ceci se situerait plus à la mort, on va dire, de la jeune fille qu'autre chose. Le mythe de Yo et de Argos est quand même relativement lié, puisque Argos va donner naissance à un des animaux favoris, un des animaux les plus connus, car il va être rattaché à une déesse, et le mythe de Yo va plutôt être à l'origine d'un mythe, ou plutôt à l'origine d'interprétations que l'on va retrouver dans différentes cultures. Donc, ce mythe-là, avec ces deux personnages importants, font que, justement, maintenant, on sait d'où vient cette fameuse queue de Pan, et quelle est son origine, et surtout pourquoi il y a cette fameuse queue de Pan. Le mythe de Yo, je trouvais que c'était quand même intéressant de l'aborder, car c'est lié à Argos, qu'on le veuille ou pas, et c'est surtout, on va dire, un mythe qui va être étendu un peu partout, avec des interprétations différentes, des adaptations différentes. Donc, c'est quand même intéressant de l'aborder, même si, encore une fois, il faut bien comprendre le contexte de cette fameuse, on va dire, création du Pan, selon, on va dire, la mythologie grecque qu'on connaît actuellement. J'espère que cette petite vidéo podcast vous aura plu. Elle est assez courte, mais je voulais quand même faire quelque chose d'assez court, puisqu'on va être en période un peu de fête. Je pense que faire une vidéo un peu courte, ça peut être sympa. Et surtout pour vous faire découvrir aussi d'où est-ce que vient, selon les Grecs, cette fameuse queue de Pan. Justement, c'est relié au personnage d'Argos et au personnage de Yo, les deux étant liés par le même mythe, et surtout par les mêmes divinités. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire ce genre de petit épisode un peu court, pour vous expliquer un peu ce genre de petites interrogations, et surtout comment les anciens l'interprétaient. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous.